Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 191, et aujourd'hui, on parle de pourquoi c'est si important de nos jours de cultiver le temps long, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Ceci dit, je dois quand même vous avertir qu'en ce moment, j'enregistre et il y a une énorme tempête de pluie à l'extérieur. Mon bureau est juste en dessous d'un puits de lumière et j'entends la pluie qui martèle la vitre en haut de moi. J'entends les éclairs et le tonnerre qui déchirent le ciel. Ça a l'air que c'est pas très loin. Il fait très, très sombre. C'est très eerie. Mais bon, j'espère que ça va pas trop sonner au micro. Et bon, c'était le moment que j'avais pour vous enregistrer ça. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur une situation qui m'est arrivée l'autre fois. J'étais sur LinkedIn et puis il y avait une conversation. C'était un commerçant québécois qui parlait euh, de pourquoi ses prix étaient plus élevés que la compétition sur Amazon, par exemple. Et puis, à force de lire les commentaires, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui déplorait le fait que, par exemple, les manufactures québécoises ou les entreprises québécoises ne pouvaient pas nécessairement compétitionner avec la rapidité de livraison ou la rapidité de distribution de mégalopoles comme Amazon. Et puis, ça m'a vraiment fait me questionner parce que le commentaire en question, c'était en fait par rapport à une personne qui disait, ben, si je suis capable de recevoir mon meuble ou ou mon petit électroménager ou peu importe en 24 heures, pourquoi est-ce que j'irais acheter au commerçant pour qui ça prend 3 ou 4 jours à me l'envoyer? Et c'est sûr que, tu sais, de notre côté, on peut se dire, ben oui, ça fait du sens, hein, genre, le marché est ainsi, on compétitionne sur plein de bénéfices, notamment le temps de livraison, bref. Et pour moi, ça fait vraiment mettre en lumière le non-sens de l'époque dans laquelle on vit, où non seulement on n'est plus capable de se déplacer pour aller chercher ce dont on a besoin, hein, il faut que ça soit livré à notre porte, mais aussi on considère que ces choses-là doivent être accessibles le plus rapidement possible dans nos mains sans qu'on ait à faire aucun autre effort que de cliquer sur un bouton. Puis bon, je comprends la notion de progrès, je comprends la notion de technologie, mais ça m'amène quand même à me questionner, est-ce vraiment nécessaire, hein? Est-ce que vraiment on s'est créé des besoins qui sont non seulement détrimensiels pour l'environnement, mais aussi pour les employés, pour les communautés qui doivent travailler à rabais, qui doivent travailler 24 heures sur 7, qui doivent offrir un service qui est fait ou pensé pour être offert par des machines. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de cette obsession de la vitesse parce que c'est quelque chose que je vois aussi dans le milieu entrepreneurial où on entend souvent des gens, puis moi je suis sur Threads, je vois souvent des gens qui se découragent parce qu'après 3 mois, leur entreprise n'a pas décollé. Après 6 mois, ils font pas encore le salaire nécessaire pour laisser leur emploi. Ils essayent de vendre des choses déjà pré-packagées sans avoir aucune connaissance en marketing ou dans l'expertise qu'ils essayent de vendre. Et puis, je me demande à quel moment on a commencé à oublier que pour apprendre, que pour développer une expertise, que pour développer une entreprise, que pour se procurer des biens, ben, il y a du temps.
qui doit être investi là-dedans. Il y a du temps qui doit être mis cette, euh, dans cette aventure ou dans cette consommation ou peu importe. OK? Donc, on a vraiment une relation très extractive et irréaliste avec le temps. Et je pense que, bon, le fait aussi qu'on soit des Occidentaux pour qui la grande valeur morale, c'est le temps qu'on peut mettre à travailler. Le temps, c'est de l'argent. Tout est capitalisé dans notre façon de voir le monde. Tandis qu'il y a d'autres places dans le monde, d'autres lieux dans le monde, d'autres pays où le temps est beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Si vous allez, par exemple, nous, on a beaucoup voyagé dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans des pays latins où, par exemple, ils font la sieste en après-midi et les choses sont complètement fermées pendant une relativement longue période de temps, où les lunchs s'éternisent, où les soupers de fin de soirée durent 2, 3, 4 heures de temps. Donc, on a cette notion d'instantanéité qui fait que on est devenu très impatient et qu'on a l'impression que tout nous est dû là maintenant, sinon c'est parce qu'il y a un problème. Mais comme on le sait, hein, la qualité est rarement synonyme de vitesse. Euh, c'est pas pour rien qu'on appelle le fast-food la bouffe instantanée, le plus non nourrissant de toutes les façons de pouvoir se nourrir. C'est naturellement quelque chose qu'on fait rapidement, sur le pouce, sans prendre le temps de s'arrêter. Et quand on arrive dans le monde du contenu, dans le monde du marketing, ben, on a quelque chose de très similaire. J'appelle ça le fast content, le contenu à digestion rapide, hein. L'IA nous permet de faire des choses justement pour augmenter la quantité de contenu avec le moins de temps possible. T'sais. Puis, mon but ici, c'est pas nécessairement de dire que c'est pas bon d'utiliser l'intelligence artificielle ou les modèles de langage large pour nous aider avec notre marketing ou notre production de contenu. Après tout, pour être 100% transparente, les show notes, les notes de ces épisodes, je les fais faire par Claude, par mon IA anthropique. Parce que pour moi, les show notes, les notes de cet épisode-là, c'est pas nécessairement quelque chose euh, qui a une plus-value si c'est moi qui l'a fait ou quelqu'un d'autre. Rares sont les personnes qui vont se mettre à lire toutes mes show notes. C'est comme un espace très informatif dont l'objectif est simplement de donner la bonne information pour que la personne puisse savoir à quoi s'attendre avec cet épisode. Ceci dit, de plus en plus, les gens vont se tourner vers l'intelligence artificielle pour créer des contenus qui sont supposés être authentiques, donc les représenter leur marque, créer des relations avec leurs clients, hein, même des bots. Puis encore une fois, j'ai rien contre les bots qui répondent à des FAQ ou des questions communes qui arriveraient sur les sites web ou des choses comme ça. Mais quand on base complètement notre prospection et notre interaction avec une IA, ben là, on perd non seulement la qualité de l'interaction, mais l'authenticité, l'intégrité et même la nature de ce que devrait être une interaction humaine, dans une relation. Donc, le problème, c'est que tout a besoin d'être fait plus rapidement et trop souvent, ce temps qui est récupéré, ben on le libère pour quoi? Puis là aussi, ça crée une grande réflexion. Hein. C'est pour scroller plus, pour travailler plus, pour faire encore, tu sais, pour se reposer d'un rythme qui est déjà beaucoup trop accéléré pour nos cerveaux qui se fatiguent rapidement de ce surplus d'informations. Et comme je l'ai dit tantôt, hein, il y a des choses qui ne peuvent pas être accélérées. Et dans ça, je nommerais, bon, le deep thinking, donc la pensée innovante, la pensée créative. Hein, je pourrais bouger très très vite, demander à l'IA de me montrer quelle couleur utiliser, faire une peinture, ça prend le temps que ça prend. Il faut que je réfléchisse au pinceau que je vais utiliser. Il faut que je réfléchisse à la place des formes, à qu'est-ce que j'ai dans ma tête que j'ai envie de transmettre.
De la même façon, justement, faire de la recherche approfondie, mais pas simplement juste de capter de l'information, pas juste d'accumuler de l'information, mais bien la traiter, cette information-là, et en faire quelque chose de nouveau, comme n'importe quelle recherche devrait produire. Hein. C'est pas simplement, encore une fois, d'aller récolter des faits, c'est de les récolter dans un but de créer quelque chose d'autre. La réflexion, les relations, comme on a parlé, hein, rusher les relations, que ce soit des relations commerciales ou des relations interpersonnelles. Hein, il y avait un autre exemple sur LinkedIn, il y avait quelqu'un qui avait mis un cas très intéressant qui était est-ce que vous utiliseriez l'IA pour écrire une lettre de condoléances à votre ami qui vient de perdre son père? Et c'est une question éthique très intéressante parce que ça veut dire que qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec cette lettre-là? Quelle est la nature de la relation qu'on définit en ayant recours à des plateformes tierces qui vont trouver des mots pour nous, qui vont sonner juste pour nous, hein? Puis on va en parler, c'est un type de dissociation de faire ça. L'autre chose avec lesquelles je crois fermement qu'on ne peut pas accélérer, c'est les brainstorms. C'est les maturations d'idées. C'est quand on réfléchit à la direction qu'on veut prendre, quand on fait de la pensée stratégique. Parce que l'IA peut avoir tout un tas d'informations sur ce qui s'est passé, donc des probabilités statistiques sur les meilleures actions à faire selon ce que d'autres personnes auraient dit qui était la meilleure action pour elle. Mais le problème, c'est que l'IA n'est pas évolutive par rapport à son environnement. C'est-à-dire que nous, quand on doit réfléchir à une façon d'être stratégique avec nos décisions ou des choses comme ça, on doit absolument prendre en compte l'unicité de notre situation, l'unicité de l'environnement, l'unicité du timing, l'unicité des personnes qui sont investies. Et toutes ces choses-là, ça devient des décisions très complexes que l'IA en soi ne peut pas nécessairement faire à notre place sans risquer de perdre de la nuance, de perdre ce qui fait que la décision en soi a besoin de temps, de repos, de réflexion. Marshall McLuhan avait dit que la technologie est à la fois une extension et une amputation du corps. Par exemple, l'automobile est une extension du pied. Quand on utilise trop l'automobile, par contre, qu'est-ce qui arrive? On perd de la force dans nos jambes parce qu'on ne marche plus. On perd de la mobilité dans notre corps en laissant à la voiture le rôle de le faire pour nous. L'Internet en soi est une extension de notre système nerveux, tout comme l'électronique est une extension de notre système nerveux. Alors, c'est pas étonnant, comme j'ai dit en introduction, que le mal du siècle, ce soit le burn-out. Quand tout autour de nous est filé électroniquement autour de nous en train de nous envoyer des signaux constants euh, pour produire plus, faire plus, récolter plus, assimiler plus, ben c'est comme si notre système nerveux était à l'extérieur de nous en train de buzzer constamment. Et à ce moment-là, c'est sûr que on est en surchauffe informationnelle, en surchauffe de stress, en surchauffe de vitesse, justement, parce qu'on n'est pas capable de processer cette information-là. Donc, avec l'IA, si on prend en considération ce que McLuhan disait, ben c'est pas long avant on détermine que ce dont on est en train de s'amputer, c'est notre capacité à réfléchir, notre capacité à penser, notre pensée critique, a.k.a. notre cerveau. Puis ça a été prouvé récemment, encore une fois, puis c'est pas la première étude qui a été faite là-dessus. Il y a une étude du MIT qui est sortie en juin de cette année qui a démontré que les personnes qui utilisent des LLM comme ChatGPT pour écrire un essai avaient une activité cérébrale beaucoup moindre que ceux qui utilisent simplement leur cerveau. Donc, au fur et à mesure qu'on utilise ces outils-là pour remplacer nos capacités cognitives, on s'ampute consciemment de ce qui fait de nous des êtres pensants. Qui plus est, au niveau relationnel,
parce qu'on s'attend de plus en plus à cette immédiateté, on a cette impatience-là. On veut avoir de la confiance rapide, on veut avoir des relations rapides. Hein, on a juste à penser à la scène du dating, comment je, je vois souvent des commentaires qui disent « Ah, si elle m'a pas répondu en 24 heures, je passe à la prochaine personne. » Où il y a cette immédiateté qui est requise de chaque personne pour montrer qu'on est intéressé, pour montrer qu'on a envie d'interagir avec quelqu'un. Et puis ça, ben, ça enlève directement la capacité à prendre un pas de recul et à se dire qu'est-ce que je ressens réellement, est-ce que j'ai envie réellement d'embarquer dans cette relation, etc., etc. Donc, cette immédiateté, c'est une forme de dissociation parce qu'elle nous empêche d'entrer en profondeur. Elle reste constamment en surface dans les relations rapides, euh, dans des relations sans expérimentation. Or, il y a des expériences qui nécessitent de la profondeur. Hein? Dan Coe avait écrit dans une de ses infolettres que During work, we want bullet point summaries. During a wedding, we want handwritten vows. Donc, pendant nos heures de travail, on veut avoir des listes à puces, mais lors d'un mariage, on veut des vœux écrits à la main parce que ça nous démontre que la personne a mis du soin, de l'attention, du temps pour faire, pour nous montrer que on vaut ce temps-là aussi. Donc, c'est important selon moi de réhabiliter nos organes au temps long. Puis j'utilise le mot organe très intentionnellement parce que on parle vraiment ici de la place du corps et du temps dont il a besoin pour comprendre, assimiler, évoluer. Dans un article du Trauma Aware America, il y a la docteure Jill Boyle Taylor, une neuroanatomicienne, qui expliquait qu'une émotion a besoin d'environ 90 secondes avant d'être dissoute, dissipée par le corps. Ce processus-là, c'est ce qui permet aux hormones de se libérer, ça permet au corps genre de vivre le choc ou la joie ou peu importe genre, ce qu'il a besoin genre de process pendant qu'il reçoit l'information de l'extérieur. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, parce qu'on est inconfortable à ressentir des choses dans notre corps, y compris des émotions, on va être habitué à se dissocier. Donc, à se dire, OK, non, je ressens rien, je vais agir immédiatement avant même de ressentir de la peine ou de la peur ou de l'angoisse ou des choses comme ça. Ou bien, je vais complètement bloquer l'émotion en me disant, en me répétant des mindset talk ou en essayant de changer mes pensées ou des choses comme ça. Et le fait qu'on ne laisse pas l'émotion passer dans le corps, ben, ce qui arrive, c'est qu'elle reste dans le corps et quand elle reste dans le corps, ça s'accumule sous forme de tension, sous forme de trauma, sous forme de répression qui ensuite crée, hein, quand on réprime quelque chose, la pression, elle disparaît pas, c'est juste qu'elle est internalisée. Donc, pourquoi je parle de ce processus-là d'intégration dans le corps, c'est que ce 90 secondes-là, ça a l'air pas très long, mais pour beaucoup, dans cette ère d'impatience, dans cette ère d'immédiateté, c'est énormément long que de ressentir une émotion inconfortable ou de ressentir le moment inconfortable de devoir attendre que que notre toaster soit livré dans les 4 prochains jours au lieu de 24 heures. Ben là, on va être habitué à rentrer dans cette dissociation. Donc, quand on utilise, par exemple, l'IA pour faire des brainstorms ou pour réfléchir à notre place ou pour faire nos plans de contenu à notre place ou pour écrire notre contenu ou pour envoyer des messages à nos prospects ou pour répondre à nos commentaires en dessous de nos publications, on est en train de se dissocier de notre propre processus de pensée. Et on ne permet pas alors aux connexions dans le cerveau de se faire, on ne permet pas à notre muscle cerveau, à notre muscle émotionnel de se renforcer et de se pratiquer à devenir plus résilient, à devenir plus expérimenté et plus juste.
parce qu'on n'entre jamais dans la zone proximale de développement. Puis ça, c'est un concept intéressant aussi, la zone proximale de développement, qui est comme dans la théorie de l'apprentissage, que pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir se développer, pour pouvoir croître, on a besoin d'être dans une zone qui est pas trop facile, qu'on est capable de le faire sans avoir besoin d'aide, pas trop difficile que même avec de l'aide, on n'est pas capable de le faire. On est dans la zone où je cherche à euh, me dépasser, sachant que c'est un défi accessible. Puis plus on augmente le degré de difficulté, ben plus on augmente notre degré de maîtrise. Et avec des outils comme l'IA, comme de la même façon avec des bicyclettes électriques ou des choses comme ça, on n'entre jamais dans la zone proximale de développement. Et donc, dès que le muscle commence à forcer, dès qu'il commence à y avoir un inconfort autour du challenge, on on va pas passer à travers. Hein. On va aller chercher comment est-ce que la technologie va m'aider à ne pas ressentir cet inconfort. Donc, la réflexion ici à se faire, c'est quand on est en train de réfléchir, par exemple, à notre positionnement, à structurer une idée comme un texte ou un essai, à communiquer avec d'autres personnes, que ce soit avec des prospects ou avec des amis ou avec des partenaires de vie ou avec des personnes qu'on a envie d'apprendre à connaître. Tout ça demande qu'on soit dans une zone proximale de développement, surtout si on est amené à régler des problèmes de plus en plus complexes. Dans le cas, par exemple, d'une relation, hein, un problème complexe, ça peut être un conflit où les deux personnes vont réagir par rapport à certains traumatismes ou activateurs. Dans la zone proximale de développement, ça peut être la façon de communiquer une nouvelle offre, hein, faire un fameux plan marketing pour une nouvelle offre ou un positionnement ou déterminer genre où on veut aller à partir de l'information qu'on a accumulée jusqu'à maintenant pour dire comme où je veux faire pivoter ma business. Toutes ces choses-là demandent qu'on soit dans un lieu relativement inconfortable où on va utiliser notre intelligence, nos pratiques, tout ce qu'on a appris dans le passé, hein, nos connaissances, pour être capable de dépasser et ensuite de devenir une meilleure amoureuse, un meilleur entrepreneur, un meilleur stratège. Donc, quand on délègue à l'IA pour la rapidité, on se prive d'une opportunité de maintenir notre cerveau en santé et de le maintenir plus fort, mais aussi de développer les compétences qui, éventuellement, dans le futur, vont être nécessaires pour se protéger des effets néfastes ou des pertes d'emploi ou des remplacements que l'IA va invariablement amener avec son utilisation. C'est pourquoi j'ai appelé cet épisode-là, j'ai parlé du temps long ou de l'importance de cultiver le temps long. C'est parce qu'on doit apprendre à être dans ce temps de l'inconfort, ce temps proximal. Et je donne un exemple. Une des choses que je crois va être énormément... ça va donner une grosse longueur d'avance à ceux qui vont l'avoir développé en amont. C'est comment est-ce qu'on peut mieux traiter l'information. Hein, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est, par exemple, si vous imaginez que vous faites une recherche sur un sujet complexe, si vous vous rappelez quand vous étiez à l'université ou au cégep, peu importe, il y a un stade où est-ce qu'on a 10 livres devant nous, on a 5 articles académiques, on a tout ce que notre professeur nous a dit dans les dernières semaines, hein, on a les autres cours qu'on a suivis dans le passé, donc on a une masse indistincte d'informations, on a un tiroir rempli d'informations et ce moment où on doit passer à travers, choisir, éliminer certaines informations, aller chercher d'autres choses qu'on n'avait pas imaginé qu'on avait besoin. Hein. Tout ça demande un effort quand même soutenu et ça nous démontre comment on est capable après ça de traiter de l'information avec discernement.
cette compétence du discernement, cette compétence de être capable de retenir l'information, c'est quelque chose qui va être, selon moi, une des compétences clés de ce de cette révolution qui vient de cette révolution technologique. Et donc, ça a l'air niaiseux, mais apprendre à prendre de meilleures notes, ça fait partie de cette compétence. Puis là, si vous êtes intéressé, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est le Zettelkasten en ce moment. Ça s'appelle la boîte à idées. C'est le mot allemand qui veut dire la boîte à idées. Et c'est une façon de comprendre comment arrêter d'être des consommateurs passifs d'informations. Comme par exemple, si on lit un livre, moi je lis beaucoup, puis on a l'habitude de faire du surlignage. Vous le savez comme moi, ces surlignages-là, ils nous font sentir bien sur le moment présent, mais si on ne les revisite pas, si on digère pas l'information, si on les recopie pas, ces informations, si on fait pas quelque chose avec ça, c'est aussi bien comme si on l'avait jamais lu, le livre. Et c'est ça, un des grands dangers après ça avec l'IA, c'est de dire donne-moi l'information dont j'ai besoin pour faire ceci, mais il n'y a aucune rétention, il n'y a aucune manipulation de l'information qui fait qu'après ça, on peut dire qu'on la maîtrise. Et ça, c'est un problème, surtout quand on travaille, quand on est un entrepreneur, quand on est un professionnel, quand on a une expertise qu'on doit ensuite transmettre à d'autres personnes. On est en train de déléguer à quelqu'un d'autre notre façon de penser. Donc, prendre le temps d'apprendre aussi à connaître nos audiences, à ressentir, à empathir, ça, c'est une des choses que je trouve les plus dommages quand quelqu'un va utiliser l'IA pour faire un positionnement ou pour penser à son client idéal. C'est comme l'effort que tu as fait pour comprendre le, la psychologie subtile, la psychologie de profondeur de ton client. Même si tu le lis par l'IA, tu vas dire oui, ça fait du sens, make sense, mais parce que tu ne l'as pas ressenti dans ton corps, tu ne sais pas où elle est l'angoisse du client, tu ne sais pas où il est situé son désir, comment il se sent quand il se sent enfin vu et toutes ces choses-là, ça va être très difficile ensuite à transmettre sous la forme de contenu, sous la forme de marketing, sous la forme même d'offres ou de produits. Donc, pour moi, c'est absolument essentiel de prendre le temps de engager avec le feedback qu'on reçoit de nos clients, d'engager avec nos propres modèles, théorèmes, frameworks, etc., et d'engager avec notre positionnement avant que quelqu'un d'autre nous dise voici, j'ai fait un document de 10 pages, tu as juste à le lire et à performer ce qu'il y a dessus. On n'est pas des machines, on est des êtres pensants et ça reste ce qui va nous différencier de la machine, ça, notre créativité, notre façon d'entrer en relation et en communion. Et je pense que c'est important euh, qu'on réalise que même dans nos entreprises, de façon anodine, on utilise ces outils pour justement produire plus vite, travailler plus vite, gagner du temps et tout ça, mais à quel prix? Et ça va toujours être la question qui doit demeurer dans le choix des technologies qu'on utilise au sein de nos entreprises. Voilà pour moi. Si vous êtes intéressé à en savoir plus naturellement ou à échanger sur ce sujet, je suis toujours intéressée à vous lire. Taguez-moi sur LinkedIn, taguez-moi sur Instagram, montrez-moi vos réflexions et on entame la conversation comme ça. En ce moment, je suis vraiment heureuse d'avoir ouvert les portes de Terre Fertile, qui est ma communauté pour tous les membres gradués de mes programmes. Et là, on a des grosses conversations sur ça veut dire quoi être en communauté dans l'ère du web? C'est quoi la place justement des technologies dans un temps qui a été codifié comme extractif? Est-ce qu'on peut vraiment être un entrepreneur conscient dans un contexte de capitalisme euh, de dernier stade, etc., etc. Et c'est sûr que pour moi, ben, les conversations qu'on a ici aussi sur le podcast, ça va être ce genre de choses-là que je veux continuer à avoir quand ce podcast va se terminer et que le prochain va s'entamer. Donc, à la fin de notre épisode 200, on va mettre la clé à la porte de l'ambition féminin et on va lancer une nouvelle aventure où on va
plonger plus spécifiquement dans qu'est-ce que ça veut dire d'exister et prospérer sur le web. J'espère que vous allez rester avec moi. D'ici là, il nous reste encore quelques rencontres ici. J'ai hâte de vous reparler et n'hésitez pas, hein, abonnez-vous à mon infolettre mtamarque.com/dissidente pour rester au courant de tout ce qui se passe dans l'univers Mtamarque. On se dit à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.